Économie le max sur i24 News. Merci d'être au rendez-vous. Au programme aujourd'hui, 1 mois et demi pour conclure un accord final sur le dossier du nucléaire iranien. Téhéran et les 5 puissants ont repris leur discussion à Vienne cette semaine. Au cœur des enjeux, les sanctions contre la République islamique. Une levée des embargos pourrait-elle propulser l'Iran très vite au rang de grande puissance? Ce sera l'objet de notre dossier dans un instant. Et puis autre titre, et si l'avenir du logement se construisait en préfabriqué? New York a vu ses tarifs immobiliers exploser ces dernières années et c'est dans des périmètres de plus en plus réduits que fleurissent désormais les micro-unités. 25-35 mètres carrés, va-t-il falloir s'y habituer? Reportage à ne pas manquer tout à l'heure. Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. Avant tout cela, bien sûr, tour du monde de l'actu économique. Et cette phrase d'abord, la dette grecque n'est pas viable. Déclaration ce matin de Yannis Varoufakis, le ministre grec des Finances, précise que les remboursements de son pays prévus pour cet été auprès de la BCE devraient être tout simplement reportés. Athènes devra emprunter, dit-il, 6,7 milliards d'euros à ses partenaires pour honorer les obligations datant de 2010 et 2011. La Grèce, on le rappelle, est retournée en récession au premier trimestre, moins 0,2% pour le PIB, après moins 0,4% fin 2014, résultat à mettre notamment sur le compte de l'incertitude bien sûr quant à l'issue des négociations sur la dette. Au final, ne pas arriver à une solution amiable et honnête avec nos partenaires et nos créanciers européens a pour conséquence une nouvelle baisse de notre PIB. Ce qui doit être fait immédiatement est de restaurer la liquidité. L'économie grecque est menacée et il faut procéder à des réformes profondes pour revenir sur la voie de la croissance. Et hier, dans la foulée de la publication des chiffres de la croissance en Europe, la Commission à Bruxelles a émis ses recommandations en matière économique aux différents pays membres. Elle appelle notamment la France à profiter de son rebond pour amplifier ses réformes structurelles, fiscales, sociales. L'Italie, elle, est autorisée à freiner le rythme de réduction de ses déficits pour financer ses réformes. L'Allemagne, enfin, devrait, d'après Bruxelles, accélérer la cadence côté investissement. Il faut dire que Berlin table sur un excédent budgétaire de 0,25 à 0,75% pour les 4 prochaines années, avec une réduction de sa dette publique à 61% du PIB. La situation spécifique de l'Allemagne, compte tenu de sa marge budgétaire et de ses besoins d'investissement, justifie, selon nous, une recommandation particulière d'accroître encore l'investissement public dans les infrastructures, dans l'éducation et dans la recherche. Nous considérons qu'il y a un effort de réforme à faire, mais nous considérons aussi que le plan national de réforme est de meilleure qualité et plus cohérent. Donc, pas de step-up, pas de montée dans la procédure. Comme l'a rappelé à l'instant le vice-président, il n'y a pas eu jusqu'à présent de déclenchement pour un quelconque pays d'excessive imbalances procedure. Voilà, ton plus conciliant de Bruxelles envers Paris. Autre temps fort de la journée d'hier, le plan d'action présenté par la Commission européenne en matière d'immigration et d'asile. Bruxelles envisage d'accueillir en 2 ans 20 000 candidats à l'asile se trouvent actuellement hors d'Europe, avec une répartition par quota présentée comme équitable entre les pays membres de l'Union. Il s'agissait, on le sait, de répondre à la crise actuelle en Méditerranée qui est devenue un fardeau, notamment pour la Grèce et l'Italie. Avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, nous voulons faire venir dans l'Union européenne, en toute sécurité et légalité, 20 000 réfugiés. Et nous allons financer cette action avec 50 millions d'euros. Et parmi les réticents à ce projet, le Royaume-Uni ou la Hongrie. Dans l'actualité également, un anniversaire, celui de la victoire en Inde de Narendra Modi. 1 an après son accession au pouvoir, le Premier ministre entretient un vent d'optimisme autour de son pays. 7,4% de croissance attendue sur l'exercice 2014-2015. Modi entend, on le sait, transformer l'Inde en grande puissance, malgré quelques doutes quand même sur sa capacité à réformer structurellement l'économie. L'économie se porte bien, les chiffres le montrent, et en ce moment notre économie est celle qui se développe le plus rapidement au monde. Personne ne peut le contester. Bien sûr, il y a des inquiétudes, notamment le fait qu'à moins que des réformes structurelles ne soient engagées, nous ne serons pas en mesure de soutenir ce développement. Nous avons besoin d'augmenter encore la croissance et de la soutenir. Et puis un mot d'une entreprise longtemps considérée comme un fleuron du high-tech japonais, Sharp, qui est aujourd'hui écrasé par ses pertes, plus de 10 milliards de dollars cumulés depuis 4 ans. Du coup, le groupe se prépare à une nouvelle cure d'amaigrissement. 10% des effectifs sont directement menacés, sur un total de 50 000 salariés, 3 500 suppressions de postes au Japon. Sharp a aussi annoncé cette semaine une réduction drastique de son capital à hauteur de 99% pour éviter bien sûr la faillite.
Et détour par les marchés financiers, semaine de turbulence une fois de plus pour les indices en Europe, l'incertitude donc, et notamment vis-à-vis des États-Unis. Bonjour Éric Lewin. Pourtant Éric, on a eu hier la croissance française, on sait aussi que ça repart pour le PIB de la zone euro. Qu'est-ce qui manque finalement au marché pour qu'il retrouve la sérénité ? Oui, ce qui caractérise, David, la semaine boursière, c'est une extrême volatilité des indices. Ainsi, sur le CAC 40, il y a eu 220 points d'écart entre le plus haut et le plus bas. Pourquoi une telle volatilité ? Eh bien, c'est très simple. Cela tient à deux éléments. Tout d'abord, l'économie américaine patine, elle ralentit. On a eu une croissance de 0,2% au premier trimestre. Là, on a eu des ventes de détail qui sont stables, ce qui veut dire que l'économie américaine, on a du mal à voir un petit peu ce qui se passe. Et donc, comme les indices américains sont chers, avec notamment un PER de 18, on hésite à prendre des positions aux États-Unis, on hésite donc à prendre des positions en Europe. Et puis plus près de nous en Europe, on a une nette tension des taux obligataires, avec notamment un taux allemand à 10 ans à 70 points de base. Il était à 6 points de base il y a 3 semaines. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que l'économie européenne va beaucoup mieux. On a une croissance française très forte sur le premier trimestre en hausse de 0,6%. On a eu également une croissance allemande en hausse de 0,3%. Et donc, avec les rendements obligataires qui remontent, mécaniquement, l'achat d'actions est beaucoup moins intéressant. C'est pour cela qu'en ce moment, on patine, on a vraiment un léger biais baissier sur les actions. Ouais, tout est clair, nervosité des bourses à surveiller. Merci Éric Lewin. On va interroger à présent le docteur Franck Khalifa sur cette vraie fausse reprise en Europe. Et on le disait hier en France notamment, des signes encourageants côté croissance, plus 0,4% pour le PIB de la zone euro au premier trimestre, après plus 0,3% fin 2014. Alors pétrole, BCE, quelles sont les vraies explications ? Bonjour Franck Khalifa, vous êtes professeur certifié hors classe d'économie. Alors d'abord la croissance qui s'accélère visiblement, y compris en France. À première vue, on peut s'en réjouir ? Bonjour David, effectivement on pourrait se réjouir et partager l'enthousiasme des commentaires économiques. Il est vrai que l'Hexagone a enregistré une hausse de son PIB de 0,6 au premier trimestre, un chiffre plus élevé que prévu, tiré par la consommation évidemment, et surtout, la grande bonne nouvelle, c'est dépassant largement l'Allemagne, l'Angleterre et l'Italie, qui sont confrontés à un ralentissement de 0,3%. Alors la vraie bonne nouvelle en contre-écho, bien sûr, à l'éventuelle sortie de route de la Grèce, et c'est celle qui provient de la Commission européenne, qui d'habitude, vous le savez David, est plus mordante, et qui salue officiellement cette performance économique. Et je voudrais juste signaler une petite phrase très ironique de Michel Sapin, le ministre français, qui a dit « J'ai pu remarquer que le climat à Bruxelles est devenu plus amical ». Ouais. Malgré tout, Franck Khalifa, si on imagine que les cours du pétrole vont remonter et que l'assouplissement monétaire aussi ne va pas durer des années, on peut quand même s'interroger sur l'avenir de cette croissance ? Alors, avant de vous donner une conclusion très pointue là-dessus, je voudrais juste dire qu'il y a un certain nombre de réserves à émettre quant à cette croissance. D'abord, sur le point de vue strictement économique, pour être qualifié de croissance, il faut que ce soit durable. Sinon, on va parler que de simple expansion. Or, je vous rappelle David qu'en 2013, après, en deuxième trimestre à 0,7, eh bien, le souffle était bien retombé. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, une consommation doit être relayée par l'investissement. On sait qu'il y a effectivement une augmentation importante de l'investissement industriel. Mais on connaît aussi l'état déplorable du tissu industriel français. Et puis, la consommation française, c'est quelque chose de très versatile. Elle peut largement anticiper une mesure gouvernementale de relance, par exemple, comme une hausse des impôts, et se mettre en échec la relance elle-même. Enfin, le secteur de la construction est toujours en panne et les chiffres du chômage sont catastrophiques et ne cessent de s'aggraver. Merci beaucoup, Dr Franck Khalifa, pour toutes ces précisions. Merci beaucoup. D'ici un mois et demi que l'Iran et le groupe des 5+1 doivent trouver un accord final sur la question du nucléaire et on s'intéresse évidemment aux enjeux économiques de ces négociations. Ce sont d'abord les sanctions et embargos contre la République islamique. Alors d'un côté, Téhéran reconnaît qu'il pèse lourdement sur son économie. De l'autre, le régime affirme que ces mêmes sanctions ont finalement renforcé certains secteurs. Pétrole, investissement, l'Iran peut-il espérer profiter très vite d'une détente ? Le point en image avec Anthony Lesme. Le 30 juin, c'est la date limite des nouveaux pourparlers entre l'Iran et le Club des 5. C'est dans ce palais à Vienne que les puissances occidentales et iraniennes négocient depuis le 12 mai un accord définitif. John Kerry montre son optimisme. Nous sommes très optimistes. Tout le monde ici pense au succès de cette négociation et que nous pourrons ainsi transformer la région. À Téhéran, où la situation économique exaspère les classes populaires, on n'imagine pas vivre sans une levée prochaine du blocus.
J'espère qu'avec la levée des sanctions et l'augmentation conséquente des relations avec le reste du monde feront revivre notre industrie et créeront de l'emploi, que les usines qui ont fermé soient réouvertes, parce que ces dernières années, à cause des sanctions, beaucoup d'entreprises ont dû se séparer de beaucoup d'employés. Premier chantier en cas d'accord, le pétrole. Assis sur les 4e réserves mondiales d'or noir et les 2e de gaz, l'Iran veut devenir la première puissance régionale. L'Iran est déterminé à augmenter la capacité de production de pétrole le plus rapidement possible après la signature d'un accord nucléaire au niveau de production d'avant les sanctions et de reprendre sa place dans le marché mondial du pétrole. Et l'Iran devrait aussi attirer de très nombreuses compagnies étrangères. Ce marché de plus de 80 millions d'habitants est prêt à de nouveaux investissements. Nous devons utiliser les compagnies étrangères qui vont venir chez nous après le retrait des sanctions pour faciliter la construction d'infrastructures domestiques et développer nos marques pour augmenter les exportations et accéder aux marchés régionaux. Les sanctions ont aussi poussé l'Iran à devenir autosuffisant. Conséquence, les entreprises ont gagné en créativité et productivité. Elles pourront affronter le marché mondial avec de nouvelles forces. Si toutefois, bien sûr, un accord était conclu à Vienne. Ouais, les protagonistes se disent actuellement optimistes. Allez, direction les États-Unis. Je vous le disais, la ville de New York accueille chaque année toujours plus de résidents. Demande de logement en hausse. L'offre ne suit pas. Forcément, le niveau des loyers atteint les sommets. 12 500 $ en moyenne le mètre carré à Manhattan. Faut-il s'étonner de voir les promoteurs immobiliers opter pour les micro-appartements, des préfabriqués, tout équipés dans une trentaine de mètres carrés. Qu'on se le dise, le secteur est en mutation, les modes de vie aussi. Reportage sur place. New York, une ville au loyer vertigineux. Devant l'explosion des prix de l'immobilier, certains promoteurs ont décidé de construire des micro-appartements. Dans cette usine de Brooklyn, une cinquantaine d'appartements préfabriqués sont en cours de montage. L'immeuble de 9 étages va être assemblé à Manhattan dans quelques mois. Avec leur cuisine équipée, balcon intégré et une hauteur sous plafond de 3 mètres, ces unités d'habitation ont tout pour séduire et pour compenser une surface comprise entre seulement 24 et 34 mètres carrés. Les gens qui ont besoin de ce genre d'appartement sont pour l'instant obligés de se débrouiller. Ils divisent une chambre existante pour ajouter une pièce, ils installent eux-mêmes des murs intérieurs ou des partitions, ils transforment les appartements existants pour les adapter à leurs besoins, parfois de manière illégale. Jusqu'à récemment, la mairie interdisait la construction d'appartements inférieurs à 37 mètres carrés, jugés trop petits pour une famille avec enfants. Mais devant le nombre croissant de célibataires à New York, ces surfaces familiales sont de moins en moins nécessaires. Il suffit de regarder comment les gens vivent réellement et prendre en compte tout ce qui arrive pour s'installer. Et on arrive vite à la limite de ce qui est faisable dans la ville. En augmentant la densité et en construisant des appartements plus petits, on peut loger plus de monde et aussi vraiment s'adapter au mode de vie des gens d'aujourd'hui. Signe de l'enthousiasme du secteur immobilier, le projet pilote autorisé par la mairie a vu un nombre record de promoteurs présenter leur dossier. En fait, New York est en retard dans la construction de petits appartements. Partout aux États-Unis, à Seattle, Boston, San Francisco, Washington, vous avez déjà des micro-appartements en construction ou déjà finis avec des gens qui habitent dedans. Loger plus d'habitants dans des appartements moins grands, le défi est d'envergure pour une ville qui continue de grandir. D'ici 20 ans, New York aura environ 1 million d'habitants en plus, avec pour l'instant peu d'endroits pour les loger. Un défi urbain, les places sont chères à New York. Et le Media Watch nous attend, c'est tout de suite. La revue de presse et un sujet, un débat même à la une, celui des voitures autonomes. Bonjour Léa Volbert. Bonjour. Vous nous parlez d'une révolution. Exactement, vous ne le saviez peut-être pas, mais nous avons déjà engagé lentement mais sûrement la transition vers les voitures autonomes. Les premières seront mises en vente d'ici 2020 et selon certains experts, cette transition devrait être bien plus rapide que ce qu'on imagine puisque des milliers de kilomètres de tests ont déjà été parcourus. Une voiture sans conducteur, c'est une véritable révolution sociale et économique
économique. Ça devrait régler une importante part des problèmes environnementaux, ça devrait épargner des millions d'heures de conduite, donc augmenter la productivité. Nous pouvons aussi imaginer de nouvelles industries, mais surtout ces voitures autonomes sauveront des millions de vies chaque année en évitant les accidents de la route. Ça, c'est pour l'aspect positif. Il y a bien entendu un revers de médaille et ce sont les conséquences économiques qui sont considérables puisque tous les secteurs qui touchent de près ou de loin à l'automobile seront bien entendu impactés. L'assurance, le parking, la location de voitures, les taxis, soit des dizaines de millions d'emplois. Ouais, donc des chiffres implacables. On s'intéresse aussi, Léa, à Facebook. Oui, Facebook teste en ce moment une nouvelle fonctionnalité et certains internautes américains ont déjà pu peut-être le noter. Au moment de partager une publication, une nouvelle option apparaît qui vous propose de partager un lien. Jusqu'ici, on avait les photos, les lieux, les amis. Aujourd'hui, Facebook invite ses utilisateurs à partager des articles. Le but, c'est de rendre Facebook encore plus attractif, mais aussi et surtout d'endiguer l'hégémonie Google sur les recherches en ligne. Dans les moteurs de recherche. Merci beaucoup, Léa Volbert. À très bientôt. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient très vite sur i24 News et l'information continue. Restez avec nous.